La confiance, finalement, c'est comment se fier à l'autre, comment se fier aux autres. Et pour répondre à cette question, il faut se référer finalement à une dimension invisible du travail, à une dimension informelle de l'organisation, dans le collectif, quasi immatérielle, souvent revêtue d'un voile d'ignorance, le don. Le don qui est l'essence même du lien social, l'essence même de nos relations aux autres, et qui a été révélé par Marcel Mauss dans un essai mondialement célèbre, L'essai sur le don, en 1925. Il révèle que dans toute société, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, sur le donnant-donnant, sur le marché, mais sur le don. Il circule des signes de reconnaissance, de l'entraide, des petits cadeaux, des moments privilégiés, de l'information, du soutien social, etc., des émotions. Et sous des abords extrêmement généreux, le don peut s'avérer extrêmement pernicieux. Car le mot gift, dans les langues germaniques anciennes, a deux significations, cadeau et poison. Et c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble, comment une relation peut se bâtir et s'entretenir sur le modèle de la confiance ou au contraire devenir une forme de défiance ou de méfiance généralisée. Pour y parvenir, je me référerai aux travaux réalisés avec Alain Caillé dans un essai qui s'appelle « La révolution du don », où le don est présenté comme une sorte de valse à 4 temps qui suit 4 étapes. Demander, donner, recevoir et rendre. À chacun de ces 4 temps, il existe des pièges relationnels qui pour certains relèvent du bon sens et pour d'autres d'une prise de conscience. Demander, c'est basiquement mettre les formes. Demander, ce n'est pas exiger. Depuis tout petit, on dit aux enfants, on ne dit pas passe-moi le sel, on dit s'il te plaît, est-ce que je peux avoir du sel? C'est pareil au travail. Marie Parker Follett, qui intervient sur une grève de mineurs extrêmement difficile, voit les mineurs qui disent « Ce qui est insupportable, ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande, c'est la manière dont on nous le demande. On n'est pas des chiens, on doit avoir l'autonomie de faire ce que l'on nous demande. » Deuxième écueil, oser demander. Ça a été mesuré, plus d'un manager sur 2 n'ose pas demander de l'aide lorsqu'il est en difficulté. Or, qui ne demande rien n'a rien. Et ça, on le sait depuis tout petit, ce qui génère souvent des espèces de jeux de pouvoir assez malsains où on fait des demandes tacites. Tu ne trouves pas que ça manque un peu de sel? Plutôt que d'exprimer clairement sa demande. En résumé, demander, c'est mettre les formes et motiver sa demande. Osez demander, vous serez surpris de recevoir. Donner, ça participe du bonheur, ça participe du bien-être. Vous avez une recherche qui a été menée aux États-Unis auprès d'étudiants, on leur donne 5 $ qu'ils doivent dépenser pour eux-mêmes. On mesure le niveau de bonheur avant, le niveau de bonheur après l'achat et finalement le bonheur s'estompe immédiatement après l'achat. On donne cette même somme à ces étudiants en leur disant d'offrir cette somme pour quelqu'un, de faire un petit cadeau à quelqu'un et cette fois-ci le niveau de bonheur augmente jusqu'au lendemain matin. Pour autant, donner, ce n'est pas non plus écraser l'autre de sa générosité. Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour sans qu'il soit éternellement redevable. Deuxième écueil, donner, c'est donner. On le sait depuis qu'on est petit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et on observe malheureusement certains managers qui ne donnent pas vraiment tout à fait, qui retiennent. Or, déléguer une tâche, c'est le faire pleinement. Ce n'est pas mon dossier, mon bébé, mon projet. Quand je donne une tâche, je donne l'autonomie qui va avec pour faire la tâche et j'élève en compétence la personne pour qu'elle puisse recevoir la tâche qui lui est donnée. En résumé, donner, c'est le faire à bon escient et le faire pleinement. Recevoir, c'est un des moments les plus délicats et les plus essentiels. Il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est certes parfois combler nos attentes, faire plaisir à l'autre dans le fait d'accepter ce qu'il nous donne, mais c'est aussi et surtout accepter d'être redevable, accepter d'être en dette. Et Marcel Mauss dit que l'essence de nos liens finalement réside dans la dette. Être en lien, c'est être en dette, car c'est s'engager à revoir l'autre pour lui rendre. Si je ne veux plus voir quelqu'un, je solde nos comptes, on ne se doit plus rien, on est quitte, on n'a plus besoin de se voir. Pour autant, il reste 2 écueils. Le premier, naturellement, c'est de refuser un don qui peut être vécu comme une offense faite au donateur, car Marcel Mauss montre que dans les civilisations anciennes, par exemple les Maoris,
circule dans le don plus que l'objet. Il circule aussi de l'âme du donateur, l'esprit de la chose donnée. On a tous dans nos familles, par exemple, des objets qui n'ont pas forcément une valeur matérielle, mais qui sont chargés d'âme, le canif du grand-père, la crèche de Noël, que sais-je. Deuxième écueil, et non des moindres, extrêmement répandu. Pourtant, depuis qu'on est tout petit, on nous le dit, c'est le mot magique. Quand on reçoit un don, on doit dire merci. Merci qui est le mot le plus important du management et pourtant, 2/3 des managers ne se sentent pas reconnus en France car on confond trop souvent reconnaissance matérielle, qui est importante, et reconnaissance immatérielle, qui est sous-estimée, sous-employée. Reconnaissance immatérielle qui consiste à reconnaître certes les résultats, mais aussi les efforts quand les résultats ne sont pas là, reconnaître aussi les compétences qui sont développées pour accomplir une tâche, et enfin, reconnaître les individualités dans un collectif, fêter les anniversaires par exemple. Ce pouvoir de la gratitude est essentiel. Tous les courants aujourd'hui de la psychologie positive montrent que c'est un facteur de bonheur fondamental. Dernier temps de la valse, demander, donner, recevoir, rendre. Rendre qui est donner à son tour. Encore faut-il donner réellement, car on s'aperçoit que certains confondent don et négociation ou marchandage et conditionnent ce qu'ils sont censés donner ou rendre à des contreparties, ce qui naturellement affaiblit les relations, voire même isole complètement dans un collectif. C'est d'autant plus dommage que lorsque les dons et les contre-dons s'accélèrent, sans compter, de manière inconditionnelle, don contre don, on peut en arriver au stade ultime de la confiance, celle où on n'a plus besoin de compter, car on ne sait plus si on est débiteur ou créditeur. C'est pourquoi on dit, quand on s'aime, on ne compte pas. Un dernier écueil reste pour autant, à savoir celui qui rend sans attendre qu'on lui rende. C'est effectivement extrêmement dangereux quand on donne sans jamais recevoir en retour, car on peut se retrouver méprisé à la hauteur de ce que l'autre se sent redevable. Autrement dit, le don se transforme en dû. Pour s'exonérer de sa dette, s'affranchir de cette dette, il y a mépris. Des expressions courantes le disent, trop bon, trop con. Une expression africaine le dit encore mieux, quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bien, mais quand tu es bon 2 fois et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon et on te mange. Le don et le contre-don sont aux relations humaines ce que l'inspiration et l'expiration sont au souffle de la vie. Ça marche dans une relation à deux, ça marche au sein d'un collectif de travail qui doit pouvoir demander le ballon, le donner, le recevoir et le rendre pour avoir une victoire d'équipe. Encore faut-il que l'organisation laisse suffisamment d'autonomie et de confiance aux acteurs pour jouer ainsi. Quand le pouvoir et la règle ont trop d'importance, finalement, ça dissuade de l'adonnement, qui est une forme d'engagement collectif sur un projet. On le fait parce qu'on a ce zèle, cette envie de se donner par rapport au sens qu'on trouve dans le projet collectif. Pour autant, qu'est-ce qui se passe quand on ne me donne pas ce que j'ai demandé? Quand je pose cette question au manager, souvent j'entends « je suis déçu avec tout ce que je lui ai donné, je suis triste, la prochaine fois il pourra toujours courir ». Et ça me désole parce que finalement c'est retomber dans une forme de conflit froid, de défiance généralisée. L'agilité managériale, la confiance, ça suppose, à partir du moment où le don devient toxique, gift, poison, de sortir du don pour rentrer dans un registre décisionnel autre qui s'appelle la négociation. La négociation qui se distingue du don au moins sous 2 aspects. Le premier, c'est que le don est inconditionnel. D'accord ? Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas si on va me rendre, je ne sais pas ce qu'on va me rendre, quand on va me rendre, ni qui va me rendre. Quand je négocie, je sais précisément ce que je donne et ce que je reçois. La deuxième différence fondamentale, c'est que dans le don, ce qui circule n'est pas quantifié. Je décolle l'étiquette du cadeau que j'offre à un collègue, je ne quantifie pas le temps que j'ai passé pour l'aider, alors que dans la négociation, je quantifie précisément par un prix, un temps, par une prestation quelconque, ce que l'on a conclu de faire. La négociation, c'est un système de décision conjointe qui va nous permettre de tomber d'accord, de définir les termes d'un terrain d'entente. On voit donc bien que la confiance, finalement, réside dans cette capacité à entretenir
des cycles de dons et de contre-dons vertueux au sein des collectifs de travail, dans cette capacité à être agile, à être ouvert à la négociation pour clarifier les relations, les projets dès qu'ils arrivent, être toujours ouvert à la négociation, ce qui ne veut pas dire céder sur ses intérêts, naturellement, à recourir finalement à un recadrage sur des règles qui sont clairement identifiées pour chacun des membres du collectif de travail, pour distinguer les bons joueurs ou les tricheurs, pour avoir aussi un cadre qui nous rassure sur jusqu'où on peut aller dans l'organisation. Et en ultime recours, l'usage du pouvoir qui n'est légitime qu'après avoir tout essayé. Une organisation qui irait dans le sens contraire, à savoir le pouvoir et la règle, d'une manière trop importante, trop prégnante, dissuaderait tous ses membres de pouvoir négocier avec les marges de manœuvre nécessaires pour accomplir leurs tâches et de s'adonner, de faire circuler ces dons et ces contre-dons qui nécessitent autonomie et confiance.